On a tous déjà observé ça. Des sociétés qui accumulent les problèmes, des choses vraiment évidentes, mais qui ne s'effondrent pas pour autant. C'est un vrai paradoxe, non? Comment c'est possible? Eh bien, c'est précisément la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. On va explorer une idée assez surprenante. Et si, en fait, ces sociétés tenaient le coup non pas malgré leurs problèmes, mais grâce à eux? Parce qu'elles auraient appris à se stabiliser autour de leur propre dysfonctionnement. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle nous dit que le vrai danger, ce n'est pas le chaos, l'explosion qu'on voit venir. Non. Le vrai danger, c'est une sorte de folie collective qui s'intègre tellement bien dans le quotidien qu'elle en devient presque invisible. Elle devient le ciment qui tient tout ensemble, tout en rongeant le système de l'intérieur. C'est un peu comme un système d'exploitation d'ordinateur, mais un système qui ne corrigerait jamais les bugs. Au contraire, il les intégrerait, il en ferait de nouvelles fonctionnalités. C'est un mécanisme super puissant, parce que le dysfonctionnement, non seulement il persiste, mais il devient, aussi bizarre que ça puisse paraître, une nouvelle manière de faire tourner la machine. Alors, comment ça marche concrètement? Comment est-ce que l'anormal peut devenir non seulement tolérable, mais carrément fonctionnel? C'est cette mécanique qu'on va décortiquer maintenant. Voilà le concept central, le dysfonctionnement normalisé. L'idée, ce n'est pas qu'un système survit malgré ses problèmes. Non, c'est qu'il se stabilise grâce à eux. Les comportements qui devraient être des anomalies, eh bien, ils deviennent la règle du jeu. Une règle silencieuse, mais une règle qui maintient tout l'édifice. Et pour vraiment piger ce mécanisme à grande échelle, il faut revenir à la source, au tout début. Notre premier système social, la famille. C'est là que tout commence. Oui, c'est vraiment à la maison que ça s'enracine. Dans la sphère familiale, on n'apprend pas forcément ce qui est normal ou sain. Ce qu'on apprend surtout, c'est ce qui est tolérable. On apprend à composer avec des choses parfois inacceptables, juste pour que le groupe tienne le coup, pour préserver l'unité, même si elle est complètement bancale. Et regardez comment ça se passe. C'est un processus en 3 temps. D'abord, un problème surgit. Un comportement destructeur, par exemple. Mais au lieu de l'affronter, on passe à l'étape 2. On le redéfinit. Ça devient « Oh, mais c'est son caractère, il est comme ça » ou alors « C'est la vie, c'est le destin ». Et enfin, 3e étape, on l'accepte. Pourquoi? Pour une seule raison, protéger le système, éviter que la famille n'explose, quitte à sacrifier la santé de certains au passage. Bon, et cet apprentissage qu'on fait à la maison, il ne reste pas entre 4 murs, évidemment. Il va être testé, validé et même renforcé par les autres grandes institutions, l'école, le travail. Parce qu'il faut être clair, l'école ou l'entreprise, leur but premier n'est pas toujours de former des gens parfaitement équilibrés. Non, l'objectif est souvent beaucoup plus pragmatique, c'est de produire des individus qui sont compatibles avec le système en place, même si ce système est incohérent. On ne cherche pas à soigner le problème, on cherche à le rendre socialement gérable. Et c'est là que le retournement est le plus fou. Le dysfonctionnement peut carrément devenir une qualité. Prenez des traits qui sont à la base pathologiques. Une pensée super rigide, ah bah non, ça devient de la prévisibilité. Un manque total d'empathie, ça c'est de l'efficacité impitoyable. Une mentalité paranoïaque, parfait, ça crée une loyauté basée sur la méfiance des autres. C'est incroyable. Le système se met à valoriser ce qui est en fait toxique. Et la conséquence de tout ça, elle est vertigineuse. Dans un système qui a besoin de rigidité pour survivre, quelqu'un qui est sain d'esprit, qui amène de la nuance, qui pose des questions, eh bien cette personne devient le problème. Elle est perçue comme un grain de sable dans la machine. La santé mentale, en fait, devient une menace pour cet équilibre dysfonctionnel. Allez, maintenant, on change complètement d'échelle. On passe de la famille et du bureau au niveau macro, la politique. Et c'est là que ces mécanismes deviennent vraiment redoutables. Parce que là, on atteint un autre niveau. Au niveau d'un État, le dysfonctionnement n'est plus juste un truc qu'on subit pour survivre. Non, ça devient un véritable outil de pouvoir. Ce n'est plus passif, ça devient une stratégie active pour garder le contrôle. La folie n'est plus un bug, elle devient une fonctionnalité du pouvoir. Et les outils utilisés sont des mécanismes psychologiques assez basiques, finalement. Le fameux clivage nous contre eux. La projection, qui consiste à accuser les autres de nos propres problèmes, et bien sûr la simplification à outrance pour éviter de se confronter à la complexité du réel. Il faut bien comprendre, ce ne sont pas des erreurs ou des maladresses, ce sont des stratégies délibérées pour gérer l'anxiété générale et consolider une base de pouvoir. Mais alors, que se passe-t-il quand tout ça devient la norme pour une société entière? Là, on entre dans une zone de danger, parce que les risques pour le système sont énormes. C'est vraiment la question centrale. Une société qui a tellement normalisé ses problèmes finit par ne plus les voir du tout. Elle perd complètement sa capacité à s'auto-diagnostiquer. Elle devient en quelque sorte aveugle à sa propre maladie. Et de cet aveuglement collectif découlent 2 dangers majeurs, 2 risques systémiques.
Le premier danger, on ne se rend compte que quelque chose est vraiment pathologique qu'au moment où tout s'effondre. C'est trop tard. Tant que ça tient à peu près, on continue. Et le deuxième danger, qui est peut-être encore plus pervers, le simple fait de parler clairement, de nommer les problèmes, devient un acte de subversion. Celles et ceux qui essaient de le faire sont vus comme des ennemis, des traîtres, qui menacent la stabilité. Bon, le diagnostic est assez sombre, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a aucune solution? Est-on condamné? Heureusement, non. L'analyse ne s'arrête pas au constat, elle propose aussi des pistes pour, disons, réactiver les signaux d'alarme. C'est un chemin en 5 étapes, une sorte de programme pour retrouver une lucidité collective. D'abord, il faut réhabiliter la fonction d'alerte. Comprendre que signaler un problème, ce n'est pas une agression, c'est un acte de protection. Deuxièmement, apprendre à voir le dysfonctionnement, même quand il n'y a pas de crise ouverte. Le calme apparent n'est pas toujours un signe de bonne santé. Troisièmement, faire de la santé mentale un vrai indicateur de performance dans nos organisations. La rigidité, la peur, ce sont des pathologies. Quatrième point, crucial, protéger la nuance et la clarté. Une société qui refuse la nuance est une société qui se prépare à l'effondrement. Et enfin, utiliser les outils de la psychiatrie, non pas pour gérer les crises, mais pour faire de la prévention, pour détecter le danger collectivement avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est l'idée à retenir. Un système qui a perdu la capacité de savoir qu'il est malade, il n'est pas sur le point d'être en danger. Il l'est déjà. C'est ça le point fondamental, même si tout a l'air de fonctionner en surface. Et on va se quitter sur cette dernière question. Une question qui reste ouverte. Si le système lui-même est devenu incapable de voir sa propre maladie, alors, à qui revient la responsabilité de sonner l'alarme? Sur qui ça repose, de voir et de nommer les choses?